Confluent, avec Catherine Égo et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Égo. Bonjour à tous et à toutes. Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés, reçoit cette semaine Maya Cousineau-Mollène, une femme en prise avec les enjeux qui parcourent notre société, une femme qui bâtit des ponts. En effet, Catherine, le parcours de Maya Cousineau-Mollène repose tout entier sur la rencontre et l'échange, les liens à construire entre les individus et les communautés. Inou, originaire d'Equanichit ou Mingan, petite fille du vrai Jack Monoloy, cette femme engagée a cofondé l'association étudiante des Premières Nations de l'Université Laval et elle a été représentante jeunesse pour les femmes autochtones du Québec. Sa trajectoire professionnelle l'a notamment menée au secrétariat des affaires autochtones. Elle déploie maintenant ses compétences à titre de conseillère en développement communautaire pour les Premières Nations et les Inuits chez Évoque Architecture. En plus de ses engagements professionnels, Maya Cousineau-Mollène écrit de la poésie depuis l'âge de 14 ans. Son premier recueil, Bréviaire du matricule 082, est paru en 2019 aux éditions Anénorac. Elle a aussi publié des textes dans différentes revues littéraires et dans des collectifs, notamment Amoun, sous la direction de Michel Jean, ainsi que D'amour et d'oubli. Sa prise de parole dans l'affaire Kanata en 2018 représente bien les deux pôles entre lesquels elle bâtit constamment des ponts, l'affirmation et le rapprochement. Au micro de Catherine Égo, Maya Cousineau-Mollène nous parle de lutte et d'indignation, mais aussi de compréhension mutuelle et de coopération. Maya Cousineau-Mollène, bonjour. Oui, bonjour. Quoi? Alors Maya, on va parler de votre parcours professionnel, mais j'aimerais bien tout d'abord parler un petit peu de votre parcours personnel parce qu'il est très, très singulier. En fait, vous êtes originaire d'Equanichit, Mingan, Oui. et vous avez été placée en adoption de manière traditionnelle par votre mère qui a choisi une famille allochtone pour vous élever quand vous étiez petite. C'est arrivé à quel âge ça? Vous étiez tout bébé? J'avais 8 jours environ. Est-ce que c'était une pratique courante à l'époque ou... Dans les différentes nations autochtones, oui, c'est une pratique courante. C'est ce qu'on appelle l'adoption coutumière. C'est en phase d'être reconnu par les gouvernements ici, mais c'est sûr que pour la personne de l'extérieur, ça peut sembler un peu bizarre. Ce qui est un peu particulier, c'est que c'était une famille blanche. Oui, une famille québécoise. Donc c'était des gens que votre mère connaissait, en qui elle avait toute confiance? Oui, exactement, oui. Elle avait une bonne amitié avec mon père et ma mère québécois. Et ce lien-là, a permis justement, en fait, que je me ramasse dans ma famille québécoise blanche. Et tout ce temps-là, est-ce que vous gardiez des contacts avec votre famille autochtone? Oui, parce qu'un des aspects de l'adoption coutumière, c'est que nous, on perd jamais nos liens avec notre famille d'où on vient, ou notre origine, notre histoire. Et on a aussi comme le principe de famille élargie, donc... je veux dire, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, je les connaissais aussi. Alors, Maya Cousineau-Mollène, vous êtes, paraît-il, la petite fille de Jack Monoloy. Oui, c'est mon grand-père, et bien que la chanson dise que c'était un Indien, c'est pas vrai. Ben, en fait, je veux pas dire que Gilles Vigneault est un menteur, c'est que Gilles Vigneault aime créer des personnages de légende. Oui. Et Jack Monoloy est un de ces personnages-là. Donc, quand on crée un personnage, on peut lui donner les origines qu'on veut et tout. Donc, dans la réalité, Jack Monoloy, c'est John Maloney, donc un descendant d'immigrants irlandais qui a grandi à côté de ma communauté. Il était même pendant une période agent des Indiens. Ah bon? Et ce qui était particulier, c'est que pour lui, ça avait une sonorité positive et pour les gens de la communauté aussi, parce que c'était pas une personne, je crois, qui se mettait au-dessus des autres, de ce que ma mère me racontait. Et il pouvait lire l'Innu, l'écrire et le parler. Donc, ce qui était quand même bien là, pour l'époque. On se met dans les débuts des années 1900, là, quelque chose de même. Et il était ami avec mon grand-père Innu, qui était à l'époque chef de la communauté. Donc, les deux se rencontraient et entretenaient une amitié et parlaient en Innu quand ils se voyaient.
Je pense que mon grand-père avait montré un intérêt envers la mère de Monsieur Vigneault, mais ça n'a pas duré. Donc, de là est née une chanson d'un amour impossible, ou comme Monsieur Vigneault aime des fois le comparer à Tristan et Iseux. Mais il a survécu surtout parce que dans la chanson, Oui. ça finit mal. Ouais. Non, c'est ça, ça finit mal et ça évoque le suicide, c'est sûr, mais non, mon grand-père, John Maloney, est mort de sa belle mort à 86 ans. Ah bon? Et 6 mois. Bon, nous voilà rassurés. Oui. Maya, vous êtes conseillère en développement communautaire Premières Nations et Inuit chez Evoque Architecture. C'est un cabinet d'architecture, comme son nom l'indique, qui fabrique des bâtiments résidentiels, des bâtiments publics, des structures extérieures, des choses vraiment, vraiment magnifiques qu'on peut aller voir dans Internet. Pourquoi est-ce qu'un cabinet d'architecture a ressenti le besoin d'engager une conseillère en développement communautaire Premières Nations et Inuit? Ben, écoutez, premièrement, parce que ce cabinet qui touche un peu à tout, parce qu'on a une équipe préservation du patrimoine, on a une équipe d'architecture du paysage, puis on a une équipe nordique et Premières Nations. Ça fait plus de 40 ans qu'ils travaillent avec les communautés, notamment Inuit, Malécite, quelques communautés dans l'Ouest canadien. Et par la suite, quand moi je suis arrivée, il y a environ 4 ans et demi, je crois qu'on peut dire que l'un des fondateurs, M. Alain Fournier, qui avait déjà accumulé une bonne connaissance du monde des Premières Nations, a sans doute vu venir ce qui arrive en ce moment, hein, l'immense mouvement de réconciliation et tous ces postes qui ouvrent dans les universités, dans les organisations. Et en créant un poste de conseillère en développement communautaire, ben en fait, mon rôle est de faire connaître la philosophie de la firme auprès des communautés. Et de l'intérieur à l'interne, d'autochtoniser le bureau, de l'accompagner dans sa démarche de décolonisation, on peut dire, d'accentuer la connaissance, la sensibilisation des chargés de projet et architectes, du personnel en fait. Donc, c'est un rôle, je dirais, très agréable et c'est un poste qui s'invente en fait. On me le disait au début, tu vas développer ton poste au fur et à mesure que tu vas travailler dedans. Aujourd'hui, le système scolaire commence un peu à faire attention aux gens des communautés puis aux gens qui veulent étudier dans le système scolaire de la société dominante, donc canadien et québécois. Mais moi, à mon époque, quand j'ai rentré à l'université en 96, il y avait un certificat en études amérindiennes et c'était très porté sur l'anthropologie. Tu sais, rien vers le futur, rien vers du développement de relations, rien de ça. Donc, j'ai fait un baccalauréat en sciences politiques, études amérindiennes, communication et histoire. Même encore là, à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie, comment je pouvais être utile. Et c'est par l'université que j'ai pu connaître des gens, que j'ai pu acquérir des connaissances. Et il y avait un cours qui s'appelait Politique autochtone au Canada, qui a vraiment venu allumer ma fibre politique, sociopolitique, et aurait été le début de mon implication auprès des communautés, puisque ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le monde autochtone. Donc, le poste chez Evoque est, selon moi, une formidable opportunité. Me retrouver dans une firme d'architectes qui est orientée vers l'art, l'histoire, la culture, et de m'offrir un poste comme ça, ben, c'est une aubaine, c'est bénédiction. Est-ce que vous travaillez surtout avec les communautés dans lesquelles Evoque Architecture développe des projets? C'est surtout développer de nouvelles opportunités. Quand je suis arrivée, il y avait encore peu de contact avec les Inuits, peu de contact avec les Atikamekw, les Mi'kmaq en Gaspésie, et des autres nations autochtones que l'on pouvait retrouver. Il y avait des liens un peu avec les Mohawks, les Malécites, les Inuits notamment. Et par la suite, ben c'est ça, quand je suis arrivée, ben mon rôle, j'avais un côté de développement d'affaires, donc créer des liens. Et par le réseau de contacts aussi que j'avais accumulé durant les années. Depuis que je suis arrivée, on commence pas mal à être connu de la nation Innu. On travaille avec Ekwanichit, Unamenchipu, Pakwashipu, Master Yash. Aussi, ce qui est particulier chez Evoque, c'est que souvent, quand on parle d'une firme d'architectes, on va parler de la signature qu'elle va apporter. C'est un exemple qui me vient comme ça rapidement. Quand on pense à Douglas Cardinal, on sait qu'il y a sa signature. Et on appelle ça des fois en termes affectueux un star architect. Et et ce qui est bien chez Evoque, et c'est ce qui me touche beaucoup, c'est que les gens sont là, mais ils
ils veulent pas nécessairement avoir leur vision. Ils veulent se mettre au service des communautés pour aider les communautés à développer leur vision, leur signature à eux. Et ça amène toujours à de belles découvertes, à de beaux échanges culturels et des belles discussions. Qu'est-ce qui émerge jusqu'à présent de vos projets? Qu'est-ce que les communautés demandent, par exemple, qu'un village allochtone ou une ville allochtone ne penserait pas à demander? C'est beaucoup le lien avec soit le territoire et les enseignements des aînés, des légendes aussi. Comme un exemple, là, on a un contrat à Ouachat Maliotenam pour la radio communautaire. Et des gens de la communauté, de la radio, voulaient aborder un thème qui est cher à la spiritualité inoue, donc ce qu'on appelle la tente tremblante. Et ils ont été demandés la permission aux aînés s'ils pouvaient aller de l'avant avec ça. Et les aînés ont montré une certaine réserve, en disant non, il faudrait peut-être trouver une autre approche, un autre thème que la tente tremblante, car c'est très sacré pour nous. Puis nous, chez Évoque, on les écoute et on suit vers où ils nous mènent. Donc, c'est une démarche peut-être différente des autres firmes. Puis aussi dans l'adaptation du rythme de la communauté. C'est nous qui nous mettons au rythme de la communauté et non l'inverse. Et moi, quand j'interviens là-dedans, c'est des fois pour accompagner les architectes, parce que chaque communauté a ses codes écrits et non écrits, ses protocoles aussi qui... Eux, les gens le savent parce qu'on est de tradition orale, mais que les architectes non autochtones qui vont arriver là sont pas au courant. Vous écoutez les communautés, mais vous faites émerger aussi, vous donnez des chances à des créateurs des communautés. Oui, quand ils ont du financement pour donner une touche culturelle, artistique, mettons à un aéroport, ils peuvent partir un concours pour inviter les artistes locaux à amener des thèmes, des sujets. Je pense d'ailleurs à l'exemple de l'aéroport de Coactac, dont le thème, c'est une maman beluga et ses bébés. Et l'artiste qui a remporté ça, qui s'appelle Giuseppe Kulula, lui avait fait 3 sculptures en pierre de savon, qui étaient d'une grandeur peut-être d'une 30aine de centimètres. Donc, dans un aéroport, ça se transfère mal. Oui. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une collaboration avec un artiste québécois, un chaudronnier ici, dans le sud du Québec. Et ils ont travaillé ensemble pour donner une vision plus grande que nature aux belugas. Donc, le chaudronnier a sculpté les formes des belugas dans un grand morceau de bois et a martelé du treillis d'aluminium. Et ça a donné des formes vraiment légères, éthérées, je peux dire, et ça donne vraiment tout un style à l'aéroport de Coactac. Donc, si les gens veulent aller voir sur le site de leur aéroport, ils peuvent voir ces images-là. Et ça a amené, une collaboration entre Inuits et Québécois. Et il paraît que Monsieur Giuseppe explore d'autres styles d'art. Ça lui a permis d'élargir son point de vue et les matériaux qu'il peut travailler. Fait que, c'est des belles opportunités que ça amène. Oui, ce sont des beaux échanges, oui. Maya Cousineau-Molène, vous êtes une femme très engagée, manifestement très passionnée par votre travail de conseillère, mais vous écrivez aussi de la poésie depuis l'âge de 14 ans. Comment est-ce que vous êtes venue à la poésie? Qu'est-ce que ça vous permettait de réaliser? À l'époque, c'est jeune, 14 ans pour écrire de la poésie. C'est à l'âge que j'ai eu un cours d'initiation à la poésie au secondaire. Je me rappelle plus si c'est en secondaire 4 ou secondaire 5. Et d'ailleurs, même en 6e année, j'écrivais des longs récits sur des histoires d'animaux. Là, je me rappelle... j'avais fait ça, mais la poésie est venue au secondaire et on nous avait fait lire des poètes comme Rimbaud et Les Fleurs du Mal, ces choses-là. Donc, c'est des choses qui que j'avais découvert avec intérêt. Parce que l'adolescence, c'est une période aussi où on est mélancolique, on se cherche. Donc, moi, j'étais à une époque, l'adolescence, je l'ai passée sous la crise d'Oka. Oui. Donc, ça sculpte un peu une certaine vision, une crise identitaire parfaite, on va dire, parce que je me faisais insulter dans la rue dans le temps de la crise d'Oka, parce que tous les Autochtones sont devenus Mohawks cet été-là. Et
Donc, c'est venu chercher, c'est venu susciter aussi des émotions tristes. Moi, c'est beaucoup la tristesse que je me libère par la poésie. Je dis souvent à la blague que mon bonheur, je préfère le vivre. Donc, Et écrire la tristesse, c'est une jolie formule. exactement. Donc, je pouvais mettre des mots sur des sentiments que je pouvais pas exprimer tout haut, que ce soit les élans amoureux, comment dirais-je, dépression aussi, on peut le dire. Hein. J'étais quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété et dans ma famille Innu, ben c'est quelque chose que l'on retrouve. Hein. Mes frères et sœurs en font beaucoup de l'anxiété. Puis ma nièce, une de mes nièces, en fait également. Donc c'est des choses que je saisissais pas encore, mais que je comprends mieux aujourd'hui. Notre famille a été détruite par la colonisation dans le sens que nos parents ont été dans les pensionnats et par la suite n'ont pas continué leur vie ensemble. Ils se sont séparés. Mon frère a été donné en adoption à une dame dans la communauté, moi aussi, et c'est juste ma sœur qui a accompagné ma mère dans ses pérégrinations. Donc, ça a été un peu difficile pour elle. Vous parlez de tristesse, puis vous avez publié votre premier recueil de poésie Bréviaire du matricule 82 aux éditions Anénorac en 2019. Puis ce qui en ressort beaucoup, c'est une ode à la féminité, mais c'est aussi beaucoup de colère. Est-ce que en 20 ans, c'est-à-dire entre la crise d'Oka et le Bréviaire du matricule 82, la tristesse, c'est comme incarné plus en indignation? En fait, je pense qu'il y a une étape que tout autochtone de ce pays traverse. Et aussi autochtone des États-Unis, c'est une étape qui justement s'appelle la colère. Parce que l'histoire étant si mal enseignée, quand on commence à découvrir les épisodes scabreux de la colonisation autant ici qu'aux États-Unis, un exemple, j'ai eu un énorme choc quand j'ai lu sur l'épisode de Wounded Knee. Et on commençait à découvrir l'horreur des pensionnats, on commençait à découvrir les histoires d'abus. Fait que veut pas se sentir aussi peu désiré sur ses propres terres, dans sa propre histoire, dans ce pays qui est encore très jeune, ça amène une frustration puis une colère qui va s'exprimer différemment. L'un va peindre, l'autre va chanter, et moi j'ai décidé d'écrire, et je trouve que par la poésie, c'est un médium qui est moins intrusif, parce que je peux parler de ces textes-là sur scène, et j'aurai pas des gens qui vont se sentir attaqués. Parce qu'ils vont prendre les textes de poésie, ils vont les réinterpréter à leur manière, ils vont vouloir communiquer avec moi. Donc, ça va les rendre sensibles à notre réalité, à certains pans historiques, et leur faire connaître aussi des détails qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Donc, ça permet en fait d'engager le dialogue. Puis, est-ce que cette colère-là, vous parliez de Wounded Knee, est-ce que cette colère-là vous donne aussi un sentiment de solidarité par rapport à tous les autochtones d'Amérique? Parce que l'histoire de la dépossession, des massacres, c'est dans les 3 Amériques? Oui, je me rappelle que dans ma vingtaine, ma trentaine, c'était particulièrement douloureux. Même mes amis québécois me disaient on pouvait pas trop te parler des Autochtones parce que tout de suite, tu réagissais de manière très intense. Et maintenant, en vieillissant, on apprend à mettre du lait dans son café, hein, et, et à amener les choses de manière plus diplomatique. Donc, mais c'est ça, ça vient de chercher, ça me rendait triste et même suicidaire par moments, parce que tu te dis, mon Dieu, si on veut pas de moi, que ce soit en relation de couple, que ce soit dans la société, que ce soit professionnellement, qu'est-ce que j'ai à faire ici, qu'est-ce qui me reste? Donc, ça a été une période difficile, mais la poésie m'aura donné un chemin de sortie, en fait. Et puis, les déclencheurs de cette indignation-là viennent parfois d'endroits auxquels on ne s'attend pas. On se rappelle de l'affaire Kanata. C'était une pièce qui était mise en scène par Robert Lepage au théâtre de la Cartoucherie avec Ariane Nouchkine. Et vous avez co-signé à l'époque 2 lettres en 2018. L'une qui s'appelait « Encore une fois, l'aventure se passera sans nous, les Autochtones », avec un point d'interrogation. Et l'autre en décembre, à propos de Kanata, épisode 1, la controverse, dans laquelle vous dites « Mais enfin, voilà des allochtones qui veulent raconter soi-disant notre histoire, mais qui nous consultent, plus ou moins, mais on n'est pas là. On n'est pas sur scène, c'est pas nous qui portons la parole. » Est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça s'est passé, cette affaire Kanata? Ce qui est arrivé, on était 4 femmes au début qui avons vu passer dans Le Devoir un article. C'est sans doute le ton de la journaliste aussi qui a peut-être suscité une irritation. Puis on commence à être à une époque où on laisse parler plus nos susceptibilités, hein?
Donc, puis Slav venait d'arriver. Et puis la manière que la journaliste rapportait les propos de Mme Mnouchkine, ça laissait sous-entendre que nos désirs ou le besoin d'être bien représenté, c'était secondaire. Donc, mais c'est une perception. Faut faire attention aux perceptions. Donc, on a travaillé à 4 pour écrire une ébauche de lettres et aussi rassembler les gens, sans savoir qu'on aurait cet impact-là. Les médias s'emmerdaient, cherchaient un sujet chaud et... Ah bon, vous pensez que c'était une période creuse, alors? Ben, certains médias nous ont dit ça, oui, qu'il y a eu une période creuse. Puis quand ça s'est arrivé, les Autochtones qui touchaient à l'enfant chéri des Québécois, c'était fabuleux. Mais ça venait après Slav, c'est ça qui est incroyable. Exactement, quand même. Oui, après Slav. Comment est-ce que la production n'a pas vu arriver la riposte? C'est assez étonnant quand même. C'est peut-être une certaine complaisance, puis je le dis pas nécessairement négativement, mais parce qu'on nous a tellement habitués à pas revendiquer, à pas montrer notre colère en tant qu'Autochtones dans ce pays-là, que même pour nous, je pense que c'est un apprentissage comment gérer cette colère-là. Parce que moi, par la suite, mon opinion a changé, tu sais, dans le sens que, tu sais, on le disait, puis je le dis encore, c'est les médias qui ont mis dans notre bouche le mot appropriation culturelle et censure. Quand on a évoqué la censure, c'est pour dire on l'a assez vécu nous-mêmes qu'on veut pas la faire vivre à d'autres. Et on voulait que la pièce quand même continue, mais on voulait leur dire, hey, on aurait aimé être mieux consultés. Ouais. Alors que la consultation s'était surtout faite dans le coin de Wendake, et parce que Robert Lepage a des liens surtout à Wendake, mais il y a comme une quarantaine d'autres communautés autochtones au Québec, là, francophones en plus. Ça a peut-être permis de mettre en lumière certaines faiblesses au niveau de la consultation. Autant j'ai l'impression qu'on a créé un monstre, mais autant aussi j'ai l'impression que ça a quand même apporté du positif dans la réflexion au pays et dans la visibilité maintenant là, de certains artistes autochtones qui ont pu en profiter et qui ont pu participer à des œuvres ici au Québec, que ce soit dans des téléromans, parce qu'avant on avait de la misère à en voir, puis c'était toujours dans des rôles caricaturés, tu sais, puis ils vivaient jamais bien longtemps. Jamais bien riche non plus. C'est ça, jamais bien riche. Pourquoi vous dites que ça a créé un monstre? Parce que je pense que ça a bien soutenu le mouvement woke. Puis moi, je suis plus ou moins, je suis dubitative là-dessus. Je suis plus... il y avait une certaine dynamique dans les discussions avec Kanata. C'était, t'es avec nous ou t'es contre nous. On dirait qu'on n'a plus de place à la nuance. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, et ce qui a déplu à des personnes, c'est que moi, je suis devenue amie avec Mme Ariane Mnouchkine. Ben c'est ça a été une conséquence complètement inattendue de vos deux lettres ouvertes. Là. Vous l'avez rencontrée, elle a voulu vous rencontrer, les co-signataires, pour parler de ce qui se passait? Et oui, elle est courageuse d'avoir volé du Japon jusqu'au Canada pour venir faire face à des Autochtones en colère. Non, j'y lève mon chapeau. Et c'est complètement, justement, elle était étonnée, elle comprenait pas ce qui se passait, puis je la comprends. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de la rencontre des 5 heures, Mme Mnouchkine m'a approché et m'a donné son email en disant « J'aimerais ça qu'on corresponde ». Donc, on a commencé à correspondre la journée que Ex Machina a annoncé que Kanata était annulé au Canada. Parce que ça m'avait attristé, je trouvais ça dommage. Tu sais, on a passé à côté de l'occasion peut-être d'avoir un discours, d'avoir une conversation sur des sujets sensibles. Donc, on a commencé à s'écrire là. Et par la suite, de manière inattendue, j'ai été invitée à assister à la première. Il y avait une association qui s'appelle Décoloniser les arts en France et qui cherchait des gens pour y aller. Ils cherchaient sans doute des gens aussi pour cautionner leur point de vue. Ah oui? Oui, parce qu'il était très remonté contre le Théâtre du Soleil et contre Mme Mnouchkine. Donc, à ma perception à ce moment-là. Donc, on était 2 personnes qui avons été invitées. Et moi, quand je suis arrivée à la cartoucherie pour le billet, Mme Mnouchkine m'avait écrit avant en disant « Maya, je veux pas te mettre dans l'embarras devant les gens de décoloniser les arts. Elle m'a dit « Si tu veux, je peux faire à semblant de pas te connaître. » Tu sais. Mais j'ai dit « Voyons, Ariane, t'es mon amie. Je n'ai rien à cacher. » Donc, quand je suis arrivée à l'entrée, et c'est elle qui me l'a raconté après, tu sais, j'ai dit « Ah, dans mes bras », puis on s'est donné une accolade et elle a déchiré mon billet, mais elle a vu les réactions des gens en arrière
qui sont restés tout bêtes. Et par la suite, il a fallu que je rende des explications sur mon comportement. Ah oui, Et hein. même autant là-bas qu'au Canada. Quoi, vous étiez vue comme une traître ou... Ah oui, une traite. Encore aujourd'hui, Ah oui. par certaines personnes, mais ça leur appartient. Parce que moi, de par mon adoption, en fait, c'est que je suis quelqu'un qui est toujours intéressé à comprendre tous les aspects d'une médaille. Autant son par-dessus que son en dessous, les côtés aussi. Parce que c'est là qu'on trouve des explications plus logiques, plus pertinentes, plus terre-à-terre, qui nous permettent aussi de relativiser peut-être les émotions intenses que cela procure. Donc, moi, quand j'ai été là, je suis même retournée après. J'ai retourné passer un mois au Théâtre du Soleil, le mois de décembre. Et c'est là que j'ai encore plus poussé ma réflexion et ce qui m'a amené à, mon Dieu, à être très contente de la démarche que j'ai faite. Oui, c'était aussi courageux de votre part quand même. Vous avez beaucoup souligné le courage d'Ariane Mnouchkine, mais c'était courageux de votre part aussi. Donc c'est ce que vous faites de toute votre vie finalement. Toute l'histoire de votre vie, c'est de faire des ponts puis de brasser des choses aussi dans le sens positif. Oui, bâtir des ponts, c'est une vocation. En fait, c'est vocationnel chez moi parce que je trouve qu'on a tellement de... Comme ce qui est arrivé avec Kanata, c'est un rendez-vous manqué qui aurait pu être très, très fructueux si on avait laissé le Théâtre du Soleil faire comme il fonctionne d'habitude. Mais c'est ça, construire des ponts, pour moi, c'est primordial. C'est aussi... c'est sûr que ça demande aussi une certaine gymnastique de l'esprit, dans le sens que, tu sais, il faut s'attendre à toutes sortes de questions. Il faut répéter souvent. Faut aussi beaucoup livrer de soi à l'autre. Quand un membre des Premières Nations explique la colonisation, souvent ses parents ont été au pensionnat, lui-même, lui est peut-être arrivé des expériences malheureuses, a connu le racisme, donc il va parler de l'authentique et du vrai, de ce qu'il a vécu. Et encore aujourd'hui, ça a repris les enfants des pensionnats, les charniers, pour amener un poids de vérité sur ce qu'on dit et sur ce qu'on a vécu. Oui. Ben, c'est un magnifique mot de la fin, Maya Cousineau-Molène. Merci infiniment de cette entrevue. Merci, ça a été un plaisir. Catherine Egault s'entretenait aujourd'hui avec Maya Cousineau-Molène, autrice et bâtisseuse de ponts entre les humains et les cultures. Un grand merci à Maya Cousineau-Molène pour cet entretien généreux, passionné autant que passionnant. Merci également à Pierre Degagné à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Pour réentendre nos entrevues, consultez le site www.missioncheznous.com. Ici Mathieu Lavigne. Ici Catherine Egault. Merci de votre fidélité, chers auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Confluent. Nous vous laissons d'ici là en l'excellente compagnie de Radio VM et de Radio Galilée.